Il y en a ras le bol de ce système qui nous oppresse depuis 43 ans. Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Je suis sûr que d'ici 2 ou 3 ans, si le RDP se maintient, on sera même à 3000 litres de carburant et la vie va se dégrader encore beaucoup plus. Ça veut dire 0% de taux de réalisation. Bafang est mort, il n'y a pas d'activité à Bafang. On ne peut rien faire face à la détermination de peuple. Voilà. Nous ne sommes plus dans une république. Et à un moment, vraiment, il faut peut-être penser à vous faire autrement. Si vous pensez que c'est fini tel que ça se présente là, je crois que vous vous trompez. Le pays suffoque, tout le monde le sent. La jeunesse doute, les vieux sont mécontents. Rien ne marche. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette toute première, on va dire plutôt comme ça, du mois d'octobre. Première pour octobre, un peu, on va dire novembre surtout, parce que c'est la fin du mois d'octobre, mais le début du mois de novembre. C'est une session extraordinaire que nous ouvrons aujourd'hui dans le podcast 237 Story. Vous connaissez déjà quel est généralement le déroulé. Ce sont des jeunes, ce sont des moins jeunes, ce sont de toutes les catégories de Camerounais qui viennent parler. Et 2 semaines après la proclamation, 2 semaines après les élections donc au Cameroun, il est grand temps de revenir sur cette proclamation qui a eu lieu en début de semaine dernière et qui surtout s'en est suivi beaucoup de protestations. C'est l'occasion de revenir pour nos consultants, mais surtout pour vous, jeunes Camerounais, pour vous, étrangers qui aimeraient comprendre l'actualité politique et sociale camerounaise. Eh bien, c'est l'occasion de savoir un peu plus avec votre podcast 237 Story. Merci d'être au rendez-vous. Et au programme, aujourd'hui en politique, on parle de présidentielle du 12 octobre 2025 au pays de Paul Biya. Réélection du candidat du RDPC, c'est le Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. Une réélection sous fond de tension. On va essayer de comprendre quelle en est la cause, ou plutôt quelles en sont les causes. En politique toujours, quelle carte politique retenir après donc cette date du 12 octobre, après une sorte de redessin du plan politique camerounais, j'y arrive. On parle enfin de société, quel impact peuvent avoir les villes mortes lancées par Issa Tiroma sur l'économie camerounaise et même sur le plan sociétal. Le rendez-vous est donc pris, mesdames et messieurs, voilà le déroulé. Et aujourd'hui, pour répondre aux différentes questions, ils sont invités au débat. Il y a tout d'abord, il nous rejoindra sans doute au cours de l'émission, c'est Joe, mais surtout, c'est Pierrot qui est déjà là. Il est consultant, il est activiste de la société civile. Il y a également Chicharito qui est là, consultant également. Et enfin, on a sur notre plateau ce soir, et c'est une joie pour moi de l'accueillir en commençant par lui, c'est Kemoun. Il est maladie, précédemment, il parlait encore pour le compte du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et actuellement, c'est pour le compte du FNSC qu'il parle donc, surtout en tant que, il pourra me corriger, surtout en tant que personne mandatée par le président Issa Tiroma, juste pendant la campagne présidentielle. Kemoun, bonsoir et bienvenue à cet échange. Comment tu vas? Il a failli te vous voyez. Bonsoir à vous tous et merci une fois de plus, n'est-ce pas, de me recevoir à cette émission et c'est une joie, n'est-ce pas, de partager avec tous les auditeurs qui nous suivent ce soir et j'espère que nous serons assez exhaustifs de ce qui est de leurs attentes. Bon, et aussi autre chose, je ne suis pas subitement militant du FSNC, non. Je n'ai pas changé de casquette politique, je reste militant du MRC, sauf que la cause vous imposait de soutenir Mais porte-parole, même si c'était de manière temporaire pour le porte-parole, même si c'était de manière temporaire pour le FSNC. Non, pas pour le FSNC, du candidat Issa Tiroma. Il était un candidat d'une large coalition. Vous avez vu l'Union pour le changement. Et nous autres, même en tant qu'individus, parce que notre formation politique ne s'est pas engagée de façon ouverte, mais chacun, n'est-ce pas, avec la latitude qu'avait donnée le parti, a pris ses causes pour le président Tiroma. Donc, ça n'a rien à voir avec le militantisme d'une période et après. Non, non, non. Je suis resté militant du MRC et momentanément, on était communicant pour le candidat Issa Tiroma parce qu'il fallait, n'est-ce pas, que toutes les tendances soient représentées pour vous donner cette impression de large coalition.
D'accord. J'ai eu beaucoup de peine de suivre d'un bout à l'autre ton speech, mais justement, ça me donne l'occasion d'introduire également les autres personnes qui ont accepté d'être là. Chicharito, bonsoir et bienvenue également à cet échange. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Sudveka, bonsoir également à tous mes copanélistes. Je vais bien, j'espère que toi aussi. Je salue comme ça tous nos auditeurs et auditrices et je m'incline aussi comme ça sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés durant cette crise post-électorale. Merci une fois de plus pour l'invitation. Une invitation qui est plutôt un plaisir pour nous autres sur le plateau et pour l'équipe de 237 Story. Une équipe qui accueille fièrement et avec beaucoup de sourires. C'est Pierrot qui, lui, était déjà et est sur le terrain de toute l'actualité camerounaise en ce moment-ci. C'est Pierrot, bonsoir et bienvenue aussi. Bonsoir CWK et bonsoir à tous mes co-panélistes de ce soir. On va dire bonsoir surtout à ceux-là qui n'ont pas pu être là. On pense à AG, on pense également à Olivier, peut-être qu'ils pourront nous rejoindre en chemin. On pense aussi à Joe, je le disais en début d'émission, qui pourront nous rejoindre, mais on pense surtout à vous qui êtes présents, des milliers qui nous écoutez depuis les différentes plateformes d'enregistrement ou d'écoute, que ce soit au niveau de Apple, que ce soit sur Deezer ou même encore sur Spotify, et tout récemment encore sur la plateforme YouTube, sur YouTube Podcast pour être plus précis. C'est 237 stories et vous avez l'information en temps et en heure. Alors, on va continuer surtout en lançant avec la première problématique de ce soir. C'est celle qui, on va dire, défraie la chronique aussi bien au Cameroun qu'à l'international. C'est celle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Paul Biya, Kemoun, c'est à toi la première question. J'ai envie de dire, Paul Biya a été réélu sans surprise. Est-ce que on s'y attendait quelque part? Ok, pour être sincère, je considère qu'il a été désigné par le Conseil constitutionnel, mais pas qu'il a été élu. Parce qu'il faut dire une chose, jusqu'à présent, le président Assa Chiruma continue, n'est-ce pas, de contester ces élections. Et je crois que plus que jamais, tous nous sommes d'accord que notre code électoral a un sérieux problème, comme, n'est-ce pas, les autres partis politiques l'ont dénoncé. Avant bien qu'on ne arrive à cette élection, vous avez vu ce qui avait été fait par la plateforme des partis politiques pour proposer un nouveau code électoral parce qu'on était conscient que nous allions tout droit vers le mur. En 2020, nous avons eu au MRC des camarades qui ont été interpellés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient marché pour la révision de ce code électoral. Certains viennent juste de sortir hier après avoir passé 5 ans de prison qu'ils ont, n'est-ce pas, totalement purgé. Et justement, aujourd'hui, nous sommes là à gérer des conséquences. Et vous voyez, le RDPC fait tout pour passer très rapidement à autre chose en essayant de faire croire qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus travailler pour la paix que toute autre chose. Mais de quelle paix parlons-nous? En 2018, nous étions déjà dans la même façon de faire où quelqu'un a revendiqué sa victoire, on l'a nargué, on a fait croire qu'il ne pouvait rien faire et on l'a éliminé de façon grossière dernièrement le 5 août. Et aujourd'hui, nous sommes là encore en train d'essayer de traiter, n'est-ce pas, une crise qui aurait pu éviter. Justement, aujourd'hui, il va de soi qu'il sera difficile que cette élection-ci passe comme les autres. Parce que, ma foi, il n'est pas question que nous continuions, n'est-ce pas, de faire semblant, de couver le malheur de génération en génération en laissant passer, n'est-ce pas, ce qui peut être notre devoir de tout faire pour que les choses changent. Parce que ces promesses qui sont tenues aujourd'hui par le système, en essayant de faire croire que non, on aurait pris conscience, alors il faut laisser Paul Biya 7 ans de plus, il va arranger. Aujourd'hui, le RDPC se rappelle que les jeunes ont des problèmes, que les femmes ont des problèmes. On se rappelle que non, la paix est quelque chose d'important quand dans le même moment, n'est-ce pas, on a un ministre qui menace les Camerounais. Quand dans le même temps, on a un ministre qui donne des injonctions, qui appelle un candidat à la présidence de la République à qui ils ont donné 35%, un imposteur qui essaie de faire croire que tous les autres Camerounais sont de mauvaise foi. Il n'y a que eux, les militants du RDPC, n'est-ce pas, qui soient ceux-là qui ont le monopole de la bonne foi et qui peuvent montrer la direction à suivre. Justement, il n'est pas pour moi l'occasion ici d'adouber cette façon de faire. Donc, sincèrement, vous m'excuserez de ne pas
emboîté cette ligne-là. Et tout à l'heure, on a entamé avec les condoléances. Mais moi, je dirais une chose, c'est désolant que les Camerounais soient morts une fois de plus parce qu'ils ont manifesté un droit qui paraît pourtant fondamental, constitutionnel. Une fois de plus, les Camerounais, n'est-ce pas, perdent leur vie parce qu'ils croient que notre Cameroun est possible et parce que nous sommes dans une démocratie. Et fort malheureusement, nous en sommes là et il va falloir que peut-être ça continue dans cet élan-là pour que les générations qui viendront après nous puissent hériter d'une véritable démocratie, pas celle de façade que nous avons jusqu'à présent. Parce qu'on se rend compte justement que ce régime où M. Paul Biya n'a jamais eu pour intention d'implémenter la démocratie. C'était une entourloupe où on mettait des opposants de convenance qui étaient là pour adouber ces candidatures. Et une fois que la remise en cause commence, comme c'était le cas en 2018, en 2025, on fait tout pour stigmatiser. Aujourd'hui, c'est le problème des anglophones, des nordistes. Avant-hier, c'était les anglophones. Hier, c'était les Bamileke. Donc, c'est cette manipulation au quotidien de nos appartenances qui mine notre société. Il va falloir exorciser cet état de choses. Bon, nous sommes désolés que les gens meurent, mais peut-être que c'est ce sang des martyrs qui arrose souvent l'arbre de la prospérité. Une belle formulation pour ce sang de martyr qui justement arrose peut-être l'arbre de la prospérité à venir. C'est ce que l'on souhaite pour notre beau pays. Et surtout un retour peut-être à la normale. Et ça me permet aussi de poser la prochaine question à Chicharito. Est-ce que, au vu justement, c'est pratiquement la même que celle posée à Kemoun, est-ce qu'au vu de tout ce qui a été dessiné, aussi bien à l'entame des premières publications de PV par le candidat Tiroma, les sorties des ministres et des turiféraires du président de la République qui clairement disaient que non, il n'est pas possible d'être victorieux avec seulement 18 départements, le résultat de 18 départements. Est-ce que quelque part, on s'attendait déjà à ce que Paul Biya soit déclaré vainqueur à cette élection présidentielle-là? Selouika, merci pour la question. Je pense, sans risque de me tromper, hein, que l'élection présidentielle s'est jouée dès le 5 août, avec ce que nous avons vu au niveau du Conseil constitutionnel. Je pense que tous les Camerounais qui s'intéressent à la chose politique savaient que tout s'est joué à ce niveau. Maintenant, ce qui s'est passé lors de l'élection du 12 octobre, c'était tout simplement pour donner un signal aux, à ceux qui sont en place, à ceux qui sont au pouvoir, pour leur faire comprendre que ce qui s'est passé le 12 octobre, nous l'avons vu, nous l'avons compris. Certes, nous n'avons pas manifesté, mais nous n'étions pas d'accord avec ce qui s'est passé ce jour-là. Et le 12 octobre a tout simplement été un vote sanction. J'ai discuté également avec même pas mal d'opposants. Certaines personnes estimaient que pourquoi on attribuait le vote à Thierry mais pas à quelqu'un d'autre. Il faut savoir que, et je le disais même en privé, savoir que même s'il avait fallu voter pour un chat, il dit ça sans mépriser qui que ce soit, mais même s'il aurait fallu voter pour un chat, les Camerounais auraient voté pour un chat, tout simplement parce que il y en a ras le bol de ce système qui nous oppresse depuis 43 ans. Aussi, le plus important n'est pas d'être au pouvoir depuis 43 ans, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir. Nous avons tous vu, nous avons débattu ici sur cette plateforme où le président, depuis le dernier mandat, a délégué ses pouvoirs à une autre personne. Nous voyons toujours sous très haute instruction. Ce qui fait que le président, ce n'est plus lui qui est aux manettes. Par quelle alchimie, à 92, 93 ans, il briguerait un nouveau mandat de 7 ans? À ce moment-là, il se mettra au travail. Nous savons tous que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. Et donc, le signal est tout simplement donné pour faire comprendre que ce soit Chiroma ou quelqu'un d'autre, ce système, nous n'en voulons plus. Et c'est, à mon sens, le message qui a été passé le 12 octobre. Donc, lorsque tu me demandes est-ce que le résultat était prévisible, je vais tout simplement terminer en te faisant une citation et, et je vais la commenter rapidement. Je suis content que vous vous réjouissez à la fois du travail fait par votre père
et la victoire de votre candidat. Il s'agit comme ça du président du Conseil constitutionnel qui parle avec un verre à la main. On suppose que c'est un verre de champagne. Président du Conseil constitutionnel censé être l'arbitre du jeu électoral, en train de festoyer avec les partisans d'un autre camp, et en disant les propos que je viens de citer. Vous comprenez donc que ce qui s'est passé le 27 octobre était tout simplement une évidence. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. C'est vrai que tu fais bien de rappeler justement cette vidéo-là qui a un peu sémé le trouble encore le trouble, s'il fallait encore le dire, dans la tête de plusieurs Camerounais, surtout au soir de cette déclaration victorieuse de Paul Biya par le Conseil constitutionnel. Prochaine question pour Non, Sepiro, qui non, sera aussi sa première. excuse-moi, Oh, ça n'a pas oui. semé le trouble. Ça n'a pas semé le trouble. Ça nous a plutôt Mhm, conforté dans notre analyse, tout simplement. Ça nous a plutôt conforté dans ce qu'on savait déjà. Donc, ça nous a mhm. pas troublé. C'était un élément supplémentaire de ce qu'on savait déjà. Donc, voilà, juste pour dire ça. D'accord. Sepiro, est-ce que pour toi, quelque part, tu penses que les Camerounais n'ont pas été écoutés et qu'ils ont été trahis par le résultat qui a été lu, par le verdict qui a été donné par le Conseil constitutionnel? Est-ce on est plutôt proche de quelque chose de totalement différent que ce qui s'est passé sur le terrain? Pour toi, par exemple, qui est sur le terrain et qui a quelque part sillonné les bureaux de vote? Ok, c'est WK, merci pour cette question. Lorsque nous observons l'atmosphère qui règne actuellement au pays, nous sommes d'accord pour dire que le résultat qui a été donné, il n'est pas une trahison, mais il n'est pas le reflet de ce que les Camerounais ont exprimé dans les urnes. C'est plus une trahison parce que les Camerounais savent, en fait, comme je le dis toujours, on n'a jamais eu de nouveauté. On sait que ce régime fonctionne ainsi et les Camerounais s'y attendaient. Je dis que cette fois-ci, ils sont mieux armés à réagir vis-à-vis des résultats qui ont été de par le Conseil constitutionnel le 26 dernier. Donc, les réactions que l'on observe sur tout le temps du territoire et même à l'étranger ne sont que le fruit de ces Camerounais-là qui ne veulent plus que les choses se passent comme il y a plusieurs années auparavant. Ils veulent que leur voix, que leur choix soit respecté. Donc, c'est la raison pour laquelle on assiste à tous les troubles qu'il y a actuellement dans le pays et même à l'étranger, comme je dis, puisque ce n'est pas qu'au Cameroun que, que nos concitoyens sont en train de revendiquer, que l'on revendique la vérité des urnes, et aussi à l'étranger par les pressions que nos compatriotes font sur les ambassades, sur les réseaux sociaux, les pressions et les appels. Donc, le régime a toujours fonctionné ainsi. Vous voyez, il y a ce zèle-là, il y a cette arrogance, il y a ce sentiment de possession, vous voyez un peu. C'est comme si tous les appartenaient jusqu'aux résultats qui sont promulgués. Ils le font sans se gêner. C'est pour ça que vous pouvez voir, par exemple, l'intervenant tout à l'heure en partie, Thierry, tu en parlais, que le président du Conseil constitutionnel, juste après le résultat, il va s'asseoir avec le parti au pouvoir et il s'avoue. Supposez un match, l'arbitre va festoyer avec la partie, l'équipe qui a gagné. On n'envisage pas ça directement. On ouvre une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc là, je pense que les Camerounais sont en train de se réveiller et demandent vraiment que les résultats de ce qu'ils ont exprimé dans l'institut. Donc, c'est ça. Le Conseil n'a pas proclamé les résultats tels qu'ils sont exprimés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de se battre pour que la vérité soit restaurée. Donc, c'est un peu ça. Tu vas garder peut-être la parole pour la prochaine question. On a vu après, justement, cet arbitre qui jubile un peu avec le camp gagnant, que beaucoup de personnes s'en est ému vraiment, que je veux dire en dehors des personnes de la classe de l'opposante. On a vu plutôt des gens qui ont botté en touche tout ce on pourrait dire par rapport, mais j'ai envie de revenir plutôt sur une sortie d'un journaliste je pense, de Vox Africa, voilà, pour ne pas les citer, qui a fait un peu ce parallèle entre la hausse vertigineuse qu'il y a eu des votants dans le Nozo, où il a observé un peu plus de 800% de taux d'électeurs en hausse, contre une
le doigt là, ou plutôt beaucoup de. En fait, on comprend carrément que dans entre le NOZO, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, il y a clairement une hausse de personnes qui ont voté et qui bizarrement ont voté pour Paul Biya. Est-ce qu'on a cette impression-là que le Grand Nord, qui jusqu'ici était acquis à la cause du RDPC, a finalement tourné le dos et que la réponse, je veux dire, le résultat direct est que le nord-ouest et le sud-ouest ont directement répondu présent pour pouvoir pallier. Ou bien on est face à un cas exagéré de fraude. CWK, nous sommes face à un cas exagéré de fraude. Aujourd'hui encore, je suivais une vidéo d'un député, du député du Ndiang. Il m'échappe en journée, j'écoutais sa vidéo. Et il dit que le FSN n'a pas été voté dans le nord-ouest parce que les populations ne connaissent pas Issa Chiroma Bakary. Ça, c'est la raison qui lui l'avance. Mais je pose une question. S'il est vrai que la personne ne connaît pas Issa Chiroma Bakary. Pourtant, il a fait campagne dans cette région. Il a été dans le NOZO. Bien évidemment. Lorsqu'il dit qu'ils ne connaissent pas Issa Chiroma Bakary, mais ils connaissent quand même le SDF. Je pense que c'était leur chef avant. Mais pourquoi ils n'ont pas voté le Bien SDF? sûr. Ça a toujours été le chef même d'ailleurs. C'est la question qu'il faut se poser à ce niveau-là. Donc, comme je disais tantôt, on nous a longtemps, je vais dire, caché la vérité. On avait fait de ça un peu un mystère, en nous disant que le Nord était un bastion imprenable. Vous voyez un peu, et aujourd'hui, on se rend compte avec l'apparition des smartphones, parce que je vais dire, cette élection a été beaucoup influencée par les réseaux sociaux, où les gens partageaient en temps réel ce qui se passait dans la région. Donc aujourd'hui, personne ne va vous dire que le Nord appartient à Paul Biya, ou bien même son sud natal, puisque des gens disent que à Ebolo va dans mon bureau, il a perdu, ici il a perdu, à Douala il a perdu, et à Yaoundé il a perdu, donc il n'y a plus de territoire qui appartient à quelqu'un uniquement. Donc je pense que les résultats qui ont été proclamés, je vais tout le dire, ne sont pas le reflet de la réalité. Donc il y a eu beaucoup de fautes. On n'oublie pas les 167 PV de Macari, où le président de l'ECAM du bureau On a justement une départemental. impression que certains pays ont disparu dans cette localité. Non, ils n'ont pas disparu, ils ont été modifiés. Il y a eu réécriture. Le président du bureau a confirmé en disant qu'il a reçu 30 millions. Et dans le procès verbal, il était fait mention de ces 30, de tout ça. Donc, modification du procès verbal avec réception d'une somme d'argent. C'est pour ça qu'au niveau du Conseil constitutionnel, il y a eu un problème lorsque les gars ont compris les résultats au niveau national. Comme quand il ne fallait pas intégrer ces pays, mais ils l'ont intégré à la fin. Donc, ce n'est pas le reflet de la réalité, comme je dis. Et il faudra vraiment qu'on continue de se battre pour dire réellement ce qu'il en est. Donc, c'est pour ça on observe tous ces troubles-là. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre ce qu'ils ont exprimé et ce que le juge, lui, il a donné comme final. D'accord. Kemoun, justement, la prochaine question qui va de soi, est-ce que l'électorat qui s'est exprimé à un peu plus de 35,19% de voix pour Issa Chiroma, est-ce que c'est, on va dire quelque part, ceux-là qui n'ont pas trouvé en fait, à défaut de voter autre chose qu'une opposition sérieuse, se sont penchés vers le candidat qui était un peu, entre guillemets, le bon diable finalement? Est-ce que Issa Chiroma est juste celui qui est tombé au bon endroit au bon moment, opportuniste en quelque sorte? Bon, vous savez, c'est une façon de voir un peu trop simpliste et qui voudrait, en fait, je pourrais dire, essayer de complètement ridiculiser Issa Chiroma, qui, en fait, n'est pas un nouveau venu dans la scène politique camerounaise. Parce qu'il faut reconnaître une chose, Issa Chiroma, au-delà d'être agent partenaire avec le gouvernement aujourd'hui, a été l'un des opposants les plus farouches à ce système. Et je crois que même quand il entre au gouvernement, c'est simplement parce qu'il s'est senti trahi par celui qui était son partenaire d'avant, Bello Boba Maïgari. C'est ça qui est la vérité historique de Issa Chiroma. Et justement, il a quelque chose de spécifique également. Quand il est sur un front, il sait être loyal, il sait être fidèle et surtout, il sait y aller à fond. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de faire croire que non, il a été un candidat par défaut. Par défaut, peut-être par rapport au président Kamto, mais pas par rapport aux autres acteurs politiques que nous avons sur la scène politique actuellement. Parce qu'on
va mettre sur la table, par exemple, les autres en comparaison. Le Cabral Libye qui est sorti troisième. Il faut reconnaître une chose, s'il arrive à ce rang-là, et pourtant il aurait pu capitaliser avec l'élimination du professeur Kamto, c'est simplement parce que les Camerounais, n'est-ce pas, se sont rendus compte durant ce septennat que c'était un roublard, un imposteur. Ils ont ouvert les yeux et se sont rendus compte qu'il était plus opposant de l'opposition que quelqu'un qui voulait vraiment le changement au Cameroun, d'où le résultat qu'il a eu. Donc, le président Chiroma n'est pas juste là parce que non, il a pas défaut, mais aussi il faut reconnaître une chose, en tant qu'homme politique, c'est quelqu'un qui a su saisir l'opportunité. On peut lui reconnaître ce flair-là. Mais Parce est-ce qu'il a que des Théo, faits. sans te couper, est-ce que quelque part, il n'a pas un peu, on se serait attendu à ce que les voix du Grand Nord soient départagées entre le FSNC et l'UNDP de Bello Bouba parce qu'ils ont démissionné pratiquement au même moment et du même gouvernement. Mais on est surpris que la liesse populaire soit allée uniquement vers Tiroma et l'UNDP est recadré très loin derrière. Ce n'est pas une surprise pour plusieurs raisons. Déjà, je vais vous dire une chose. Jusqu'à présent, ce qu'on a eu comme ce qu'on considérait comme étant ceux-là qui avaient des élus sont le fait des arrangements politiques avec le RDPC. Où on se dit, toi en tant que notre partenaire, toi à qui nous faisons confiance, on peut te donner tel nombre de députés à tel endroit. En fait, c'est des partages que le RDPC s'arrange à attribuer à tel ou tel Y sans véritablement, n'est-ce pas, tenir compte de la volonté populaire. Une chose également qui a joué à l'avantage de Issa Thuroum, il faut dire une chose, pendant qu'il démissionne, celui qui a convaincu de sa démission était véritablement Thurouma. Pourquoi? Parce que dans le timing, il est le premier à démissionner. L'autre l'a fait, n'est-ce pas, ensuite. Et jusqu'à présent, on n'est pas toujours convaincu même qu'il soit vraiment démissionné, qu'il ait vraiment démissionné de ce gouvernement. Parce qu'après, vous avez vu comment est-ce qu'il a essayé de gérer quand on a demandé que les autres membres de son parti politique qui étaient restés au gouvernement le fassent aussi. Il a essayé de relativiser. Alors que, à contrario, les actes que le président Chiruma a eu à poser, déjà, à la sortie du Conseil constitutionnel, quand on élimine la candidature du président Kamto, il est le premier à s'indigner et de façon ouverte, il ne l'a jamais caché. De ce fait, il a déjà attiré la sympathie de ceux qui étaient pour le président Kamto. Ensuite, vous avez vu l'action qu'il a menée en mettant complètement de côté à la porte son secrétaire général qui avait, n'est-ce pas, un discours tribaliste. Et en le faisant, il a présenté, n'est-ce pas, une posture de quelqu'un qui avait une autre façon de voir la politique au Cameroun. Mais également, dans ses différentes sorties pendant la campagne, il a démontré à suffire qu'il était celui-là, n'est-ce pas, qui pouvait incarner la rupture. Et au-delà, quand on prend maintenant le mouvement conduit par ceux qui sont aujourd'hui arrêtés, à savoir Anissé Kane et Djekam Tchameni, on vous dit qu'il a été le seul qui ait accepté toutes les conditions par rapport à la transition. Il a dit qu'il est prêt pour reconstruire le Cameroun, il est prêt pour prendre au plus 5 ans, tel qu'on le proposait, et qu'il ne se présenterait pas à la suite, n'est-ce pas, de cette remise à plat du Cameroun pour la reconstruction. Ce sont ces éléments-là, n'est-ce pas, qui ont attiré la sympathie à lui et qui ont fait de lui le leader qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part, qu'on essaie de faire croire que non, même s'il fallait voter le chat, il y avait même les souris, il y avait même, on pourrait dire, ceux qui se considéraient comme les seconds qui auraient dû mériter cela, mais qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, cette sympathie du peuple. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi anodin qu'il ait occupé ce rang-là. Non, c'est vraiment un fin politicien, le président Issa Chiroma Bakary. Maintenant, vous m'excuserez de prendre un peu plus de temps par rapport à la question que vous avez posée de comment est-ce qu'il aurait pu gagner avec 18 départements. Là, je vais faire un peu appel à la cartographie politique du Cameroun. On essaie de faire croire que non, il est impossible, n'est-ce pas, d'avoir ne serait-ce que 18 départements sur 58 et se prétendre. Sauf qu'en le disant,
on évite complètement de vous faire croire, de vous dire la vérité que le Cameroun n'est pas habité de façon proportionnelle sur tous les terrains du territoire, non. On a des villes qui, à elles seules, sur les 25 millions de la population camerounaise, ont en moyenne 9 millions. Je prends Yaoundé Douala seulement. Quand vous prenez la cartographie politique, vous prenez la commune de Yaoundé premier à elle seule, compte 402 bureaux de vote. C'est l'équivalent en moyenne d'un département. Prenons par exemple le département du Mbam et Unubu. Avec les 9 communes du département du Mbam et Unubu, ils ne sont pas loin de ces 400 bureaux de vote. Parce que Bafia seul est à 98 bureaux de vote. Bokito qui suit est également à presque à 98 bureaux de vote. Ombessa est à 42 bureaux de vote. Kiki est à environ 29 bureaux de vote. Konyambeta est à 22 bureaux de vote. Vous allez vous rendre compte que voilà tout un département qui peine à avoir 450 bureaux de vote avec 9 départements, qui est l'équivalent d'une seule commune. Prenez donc tout l'Omfundi avec les 7 communes et le Yaoundé premier n'est pas le plus grand parce que Yaoundé 4 est bien plus grand en termes de communes que Yaoundé premier. Et vous allez vous rendre Yaoundé compte 4, c'est le que plus grand département de tout le Fundi. justement, quand vous voyez donc tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bastions tels qu'il les a présentés. Le Fundi, le Vouri, les départements, les 18 qu'il a présentés justement, sont les départements les plus habités qui ont le plus grand nombre d'électeurs au Cameroun. Et à travers ces départements, si vous les contrôlez, comme ça a été le cas, bien entendu, il est possible que vous gagnez haut la main. Maintenant, de ce qui est des autres présentations, vous avez présenté la curiosité que vous n'avez pas trop soulignée du fait que Paul Biya ait gagné haut la main avec un taux de participation jamais atteint dans ce territoire, même quand les autochtones, on pourrait dire le SDF, n'est-ce pas, participent aux élections sur ce territoire-là. Et au-delà de ça, regardez toutes les périphéries. Quand vous prenez par exemple dans le centre, on va te dire que non, là où on a voté le moins, on est à 67%, parce que la plupart, c'est 92% et plus dans les autres départements, que ce soit autour du Mfundi et dans le sud. Pendant que la moyenne dans le territoire national est environ à 50, 52, 48% de taux de participation. Vous allez vous rendre compte qu'en essayant de réfléchir de façon logique, soustrayez les 52, 55% de taux de participation, vous allez vous rendre compte que le reste a été ajouté de façon exprès pour augmenter le taux de participation en faveur du RDPC. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser par rapport à cette victoire du RDPC qui n'est certainement pas méritée. Donc, quand vous voyez donc la remise en cause et la frustration qui peut en résulter, et qu'aujourd'hui, on essaie de vous faire croire que le dire est mettre de l'huile sous du feu, est d'entretenir la dissidence, et d'entretenir la rébellion, vous comprenez qu'on est là en pleine manipulation, tel que le régime l'a toujours nous a habitués jusqu'à présent. Et si nous laissons passer cette fois-ci, sans vous mentir, nous allons vers le Cameroun qui va aller encore de plus en plus mal. On est arrivé aujourd'hui à plus de 800 le litre de carburant avec les dettes qui n'ont cessé d'exploser. Je suis sûr que d'ici 2 ou 3 ans, si le RDP se maintient, on sera même à 3000 le litre de carburant et la vie va se dégrader encore beaucoup plus. Donc, c'est ça que je peux dire pour le moment, pour la suite de l'émission. D'accord. Alors, Titari, toi aussi pour la prochaine. Non, c'est Sepiro, je pense, qui a la prochaine prise de parole, justement, et ça nous permet de naviguer dans la seconde thématique qui en elle-même est liée à la première. Quelle est la carte politique que l'on doit retenir après ce 12 octobre? On a vu le RDPC qui s'en sort avec plus de 53%. On voit 53,66 pour être plus exact. Et on voit juste derrière s'en suivre directement le FSNC qui a 35,19. Mais si on voit après les autres candidats, il y a Cabral qui est à la suite et tout. Quelle est la prochaine carte politique que l'on peut retenir pour le Cameroun, Sepiro? La carte politique qu'on a retenue pour le Cameroun, avant qu'elle n'arrive, moi, comme étranger, je dis, il faut qu'on ait les résultats réels. Oui, ça sera la carte exacte.
de notre carte politique camerounaise. Si on a exact, on pourra la définir. Mais en allant sur ce que le Conseil constitutionnel a donné, ce que le gouvernement a donné, on appelle ça le gouvernement, l'État et les Cameroun donné, on peut comprendre qu'aujourd'hui, le RDP, ce n'est plus, on ne va plus dire que c'est le parti, c'est un parti intouchable qui est ancré dans tout le territoire national. Ce sont les seuls à pouvoir couvrir. Non, comme je dis, il n'y a pas un seul espace dans ce pays où le RDP n'est vraiment été secoué. Aucun. Lorsque nous sommes sortis de vote, on a vu plusieurs communicants du parti au pouvoir sur les plateaux. Tous étaient mal à l'aise, malades même, je dirais. Ils étaient très fâchés. D'aucuns reconnaissaient que non, j'ai perdu chez moi. J'ai perdu. Donc, on ne pourrait plus dire que le RDP c'est intouchable. Et aussi, l'opposition, je ne sais pas si on pourra parler de FSNC, parce que, comme M. Kemoun l'a dit dès l'entame, c'était un candidat. Ce n'était pas le FSNC. Il a eu une coalition de partis qui l'ont accompagné, plusieurs acteurs politiques et la société civile sont mis derrière lui pour accompagner. Ce n'est pas d'un parti qui ont fait qui ont donné ce poids à M. Chiroma. Donc, il est difficile de définir ça, mais la chose qu'on doit retenir, c'est que le RDP n'a plus l'assise qu'il avait avant, qu'il est le seul, il arrive et il coiffe tout le pays. Non, il n'y a plus de bastion imprenable. C'est fini. Même si on a encore en mémoire qu'il y a dans certaines zones au pays où on peut battre campagne normalement. Donc, je pense que on a redéfini les cartes en 2025 et puis il faut qu'on fasse l'effort d'avoir les résultats normaux de ces élections pour pouvoir projeter 2032. C'est un peu ça. D'accord, voilà qui est dit. Même chose pour toi aussi, hein, Tchitchari Toisseux. On est en droit de penser qu'actuellement, si jamais les résultats sont conservés officiellement déjà, comme tel après la proclamation du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on est en droit de se dire que désormais, la force politique majeure au Cameroun, on sait déjà, c'est le RDPC, mais est-ce qu'on peut se dire que le parti de l'opposition, le parti leader de l'opposition, c'est désormais le Front pour le salut national du Cameroun de Issa Chiroma? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que mes deux prédécesseurs l'ont dit, hein. Là, c'était, comment on avait dit ça? Il a bénéficié d'un concours heureux, des circonstances heureuses, c'est-à-dire des coalitions de partis politiques, euh, le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Et voilà, tout ça a fait que, au final, je me souviens aussi de l'évêque de Yagua, sa célèbre phrase, même si c'est le diable, on prend d'abord. Bon, je ne dis pas qu'ici, Tiroma, c'est le diable, mais il a été un peu vu comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui était ministre pendant très très longtemps, qui est sorti à la dernière minute, et on s'est dit, bon, comme lui, il connaît les rouages du système, il peut nous apporter, il peut nous permettre de gagner cette élection, ou tout au moins bousculer le régime. Et on voit que c'est ce qui s'est passé. Mais dans les faits, on ne peut pas dire que c'est le FSNC qui se retrouve véritablement la deuxième force politique du pays. Pour vraiment répondre à cette question-là, peut-être il faudra voir des élections législatives et municipales transparentes. À ce moment-là, on pourra se prononcer sur la cartographie réelle. Il faut aussi rappeler qu'avant cette élection-là, si on avait posé la question aux militants du RDPC, ils auraient toujours dit que le RDPC est une machine. Et moi, je l'avais toujours dit ici sur ce plateau, ou bien dans cette émission, que le RDPC, ce n'est pas une machine. Le RDPC bénéficie comment il avait dit ça, des facilités que lui offre l'État en termes comment il avait dit ça, de gouverneur, de préfet, sous-préfet, et en termes d'appareil politique, c'est-à-dire, ou bien étatique, les ministres et consorts. C'est ça qui fait en sorte qu'on a dans l'imaginaire collectif, on donne l'impression que le RDPC est présent partout et sur toute l'étendue du territoire. Or, avec cette élection, on peut au moins tirer cette conclusion-là, c'est que ce n'est plus le cas. Et moi, j'ai la ferme conviction que ça n'a jamais été le cas. Et donc, pour répondre définitivement à ta question sur la carte politique,
De mon point de vue, ça sera lors des élections législatives municipales. Si elles sont transparentes, à ce moment-là, on pourra être fixé. Bon, peut-être que tu vas garder encore la parole, hein, Chicharito. Une projection qui me donne aussi envie de te poser une question qui viendra sûrement parce qu'on aura une émission par rapport. Déjà dans un futur proche, on fait bien de parler d'un nouveau dessin du plateau, du gâteau politique camerounais. Dans un futur proche, il y a les élections régionales qui auront lieu et on est très surpris de voir que déjà les régionales interviendront avant les élections législatives. Quand on sait très bien que les présidents des régions et tous ceux qui vont avec seront élus par aussi bien les maires que les conseillers municipaux, ça veut dire qu'en ce moment, ceux qui sont là actuellement, c'est plus une majorité, ce sont des gens du RDPC. Ça veut dire qu'on a toutes les chances de voir le RDPC continuer déjà au niveau des premières élections régionales, avant même que l'on ne fasse peut-être des nouvelles élections législatives qui vont rabattre encore la carte politique. Est-ce que tactiquement, le RDPC n'est pas déjà en train de damer le pion à l'opposition en plaçant intelligemment ces personnes au niveau des élections régionales? Chicharito. Non, j'ai envie de dire que ça, c'était déjà aussi une évidence. C'est-à-dire que vous avez vu, on avait, pendant, si je ne me trompe pas, peut-être pendant la campagne électorale, que Elekama avait déjà prévu, Elekama avait déjà prévu ces élections-là, directement juste après, hein. Pendant la campagne, ils avaient déjà annoncé ça. Ça veut donc dire que pour eux, c'était une formalité. Et au vu de, comme tu l'as si bien rappelé, au vu de la cartographie actuelle, au niveau de tout ce que le RDPC a comme conseiller et comme personnes qui vont voter pour les, les régionales. Donc, on savait déjà à l'avance que le RDPC avait damé le pion là-dessus. Mais ce qui nous avait plutôt surpris, c'était qu'ils se sont dit, peut-être de leur point de vue, que les élections présidentielles devaient être une formalité. Et ils ont donc anticipé pour les régionales pour continuer à asseoir leur domination politique. Mais ils se sont rendus compte qu'avec la présidentielle, ça n'a pas été facile. Mais on peut quand même dire que, bon, on va leur accorder cette élection-là et tout va se jouer, de mon point de vue, au municipal et au législatif pour vraiment reconfigurer la carte politique camerounaise, pour revenir également à la précédente question que tu as posée. Une reconstruction du gâteau national qui est un peu compliquée en ce moment. On parlait des tensions et on a bien fait d'évoquer peut-être en début d'émission, le fait qu'il y ait il y a beaucoup de personnes qui sont mortes et là on peut encore au nom de 237 saurait dire combien on est désolé qu'il y ait du désordre qui résulte de ces mouvements citoyens. On aurait bien voulu peut-être que ce soit des citoyens qui s'expriment et qui rentrent chez eux après paisiblement et qu'ils soient écoutés peut-être après par la classe gouvernante. Mais la question, donc, pour toi, Kemoun, je pense que tu auras déjà parlé à ce propos-là, donc la question sera pour toi, Kemoun. Est-ce que de façon naturelle, on a le droit de se dépenser? Et là, c'est toujours par rapport aux partis politiques, hein. On a le droit de penser qu'actuellement, certains partis sont les grands perdants de cette élection. On a vu notamment le SDF qui a dégringolé. On a vu plutôt une belle montée de Tomaino Ndamjoy avec l'UDC. On a vu également en fait, même si son parti politique n'était pas présenté, le MP3, on a vu quand même Hiram Yodi qui fait une belle démonstration, un beau passage en force et qui grappille quand même pas mal de places. Est-ce que quelque part, il y a ces candidats qui ont, on va dire, gagné en popularité et qui vont être peut-être pour le futur politique du Cameroun de bons atouts. Et il y a ceux qui ont perdu, qui sont des classiques, qui devraient peut-être se retirer et se reformer, comme par exemple le SDF. Pour ma part, je crois que parler de reconfiguration, de partage du gâteau politique, c'est un peu trop tôt parce que pour moi, nous n'en sommes pas encore sortis de la présidentielle et je crois que nous en sommes encore trop loin. Si vous pensez que c'est fini tel que ça se présente là, je crois que vous vous trompez. Maintenant, s'il faut vraiment projeter, euh, c'est sûr que beaucoup de choses vont être reconfigurées,
déjà avec ces élections régionales, bon, c'était respecter le calendrier parce qu'en fait, tel que prévu par la loi, il aurait fallu que le président soit il reporta, soit il respecte le calendrier. Il a choisi de respecter le calendrier pour convoquer cette élection. Et l'ECAM ne pouvant que se soumettre parce que l'ECAM n'a pas l'autorité pour remettre en cause, n'est-ce pas, quand l'élection est convoquée. Pour l'élection à venir, vous parlez de Hiram avec MP3. Est-ce qu'il a une machine qui puisse permettre de grappiller les postes? Vous savez, l'élection présidentielle est facile. On peut, de façon nationale, grappiller des voix, mais pour l'élection locale, il faudrait déjà avoir sur le plan local cette assise-là. Ça voudrait dire une commune. Vous avez au sein de la commune, comme c'est le cas par exemple pour le MRC, des unités. Vous avez des structures au niveau de la commune, au niveau du département. C'est cet appareil politique-là dans lequel vous allez puiser le personnel politique nécessaire pour présenter aux différentes fonctions. Est-ce que IRAM avec MP3 a ce personnel-là? Je doute fort. Maintenant, Madame Damjoya, elle a eu certainement une petite popularité, mais ce n'était pas trop au-delà du Noun. Je crois qu'au niveau du Noun, tout ce qu'elle a fait, c'était conforter sa base, parce que je crois que là-bas également, n'est-ce pas, c'était une déculottée, n'est-ce pas, pour le RDPC qui en a, à ses dépens, compris que la population était vraiment contre sa politique, malgré l'implication personnelle du sultan, ça n'a pas aidé. Et aussi, Cabral Libi, il part de 6 à 3. C'est vrai que là, nous sommes à la présidentielle. Mais aussi, je crois une chose, si on rentre dans l'Union Ekele, où il a laissé, on pourrait dire, le RDPC gagner, puisqu'il n'a pas remis en cause les PV du RDPC qui présentent que c'est cette situation-là où le RDPC l'a battu. Et au-delà du RDPC sur place, si les autres politiques, les autres partis politiques ont la possibilité de présenter, parce que c'est là où le bas blesse. Avec les arrangements du RDPC, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on va empêcher aux autres partis politiques, par tout autre moyen, n'est-ce pas, de pouvoir compétir de façon normale. Mais je suis d'une chose, Iran étant d'Union Ekele, c'est un atout avec ce qui grappille comme sympathie ces jours. Les procès Baïbek étant de la partie avec l'UPC, même comme on en a plusieurs factions, au-delà de l'UPC, on est également sur le même terrain des personnalités comme Biro Niemek, qui de plus en plus également s'impose comme une figure à prendre en compte pour les élections C'est locales. vrai que pour Blériot, Blériot se positionne plus comme un analyste politique, pas forcément quelqu'un qui s'exprime au nom d'un Non, parti non, parce non, qu'il non, est non. Il a déjà populaire. exprimé sa volonté ouverte de pouvoir se présenter aux élections locales à venir. Il s'est déjà exprimé sur la question. Donc, avec lui également, qui a une certaine sympathie avec ce qu'il est en train de faire là pour se connaître sur le plan national ou local, je crois que Cabral, n'est-ce pas, aura fort à faire. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse, ne serait-ce que se reconduire de façon normale comme député dans son union et natal. Ceci étant dit, vous voyez également les défections qui ont cours au sein du PPRN avec le mari de Nouran qui a claqué la porte. On sait quel était, n'est-ce pas, son apport par rapport à ce parti. On croit également que Nouran de plus en plus se sent mal à l'aise parce qu'on essaie de faire croire que le fait qu'elle ne soit pas à Bassa, soit à Bamileke, ferait en sorte qu'elle ne soit pas très à même de pouvoir. Ça fait qu'il sera très Est-ce difficile. qu'on pourrait s'attendre à une démission peut-être du député Nouran dans les jours à venir ou bien vu que l'élection est passée désormais? Ou bien à la Non, fin de non, sa non. mandature en tant que député? L'élection n'est pas passée autant que ça. Parce que de plus en plus, vous voyez des voix qui se lèvent, des gens qui remettent en cause la posture qu'a eu à prendre Cabral Libi par rapport aux procès-verbaux, où certains auraient souhaité qu'il publie ces procès-verbaux, ou qu'il aille même au contentieux, ou qu'il soutienne même de façon ouverte, n'est-ce pas, la victoire de l'opposition avec le président Issa Chiroma.
Qu'il ne l'ait pas fait, beaucoup Voilà, même, il a retiré sa plainte qui était au Conseil constitutionnel. Justement, pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il Il le fait il tout avait une plainte simplement. initiale. Oui, oui, il le fait tout simplement parce que ça aurait mis à nu ceux qui sont considérés aujourd'hui comme ceux qu'il protège. Parce que l'analyse suivante est faite, il se battra aujourd'hui pour devenir ministre que pour toute autre chose, parce que en allant au Conseil constitutionnel, il aurait remis en cause les résultats qui sont compilés aujourd'hui, qui confortent la victoire du RDPC, par exemple, dans l'Union européenne ou partout ailleurs, parce qu'il avait présenté comme étant celui-là qui avait eu le plus de représentants du côté de l'opposition. Et justement, qu'il ne l'ait pas fait, c'était à dessein. La même chose également pour le SDF, qui certainement était mieux représenté dans le nord-ouest et le sud-ouest en termes de représentants. S'ils avaient mis leur PV sur la table au Conseil constitutionnel, on se serait rendu compte que le résultat qu'a obtenu le RDPC dans ces contrées-là, le nord-est et le sud-ouest, n'est-ce pas, ne sont pas ceux qu'on est en train de nous présenter là et ceux qui ont été pris en compte. Donc, pour moi, les résultats qu'on a eu aujourd'hui sont des arrangements entre ces formations politiques avec pour espoir que le moment venu, dans la reconfiguration, le LDPC soit reconnaissant et leur donne quelques prébendes en termes d'élus, en termes de domination et ainsi de suite. Donc, de ce qui est de la reconfiguration, je crois que, bon, le MRC, si on permet que le MRC se présente, notre force jusqu'à présent est restée intacte. Nous avons une implantation certaine sur l'étendue du territoire national, mais je crois que le RDPC ne va pas rester les mains croisées. Ils vont également tout essayer de faire pour empêcher que nous présentons nos candidatures telles qu'on a souvent vécu. Ça voudrait dire pour la signature des différents documents, pour constituer les dossiers. On va tout faire pour se présenter, n'est-ce pas, en porte-à-faux. Au-delà de ça, les dossiers pourront être même rejetés du côté de l'ECAM. On a souvent vécu les dossiers où vous allez déposer un dossier, on retire une pièce sur le dossier pour qu'on vous dise que votre dossier est rejeté parce qu'il est incomplet. Justement, cet tas de choses, après on va vous dire que non, vous saviez que le G était le suivant et que vous deviez, n'est-ce pas, vous compléter avec cette façon de faire. Et que remettre en cause le G en cours et pourtant vous avez engagé d'y aller, ça signifie que vous n'êtes pas sérieux. Bref, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Tel que c'est parti, le PDPC pour exister va soit passer en force en essayant d'éliminer toutes les autres forces alternatives, comme c'est fait aujourd'hui avec l'élimination du FSNC et avec pour le MRC. Je crois que beaucoup de choses vont encore se faire. Dessiner ça facilement comme ça, là, c'est prendre les choses par les cheveux. D'accord, on comprend que la politique est encore quelque chose qui est en construction et qui n'est pas encore, en fait, elle n'est jamais assez concrète. Quand on pense qu'on la tient par le bon bout, il y a toujours un petit tour de passe-passe qui peut se faire. Alors, c'est pire, on a regardé dans la région de l'Ouest, par exemple, on a vu des contestations dans la ville de Bafan, et quand on pense que c'est la ville, de l'UMS, Union des mouvements socialistes de Nkoué-Mopierre, qui est, on va le dire comme ça anciennement, un opposant et qui était dans les rangs du SDF. On se serait attendu au moins que dans sa région d'origine, un peu à l'exemple de Paul Biya, peut-être qui a raflé tout dans son sud natal, on se serait attendu peut-être que même dans sa ville, quand même, où il a été maire, que le candidat Pierre Nkoué puisse au moins rafler la mise là-bas, de la même manière qu'on se serait attendu au SDF ou bien encore au niveau du PUS. Je fais un peu je parle expressément de ces trois mouvements politiques parce que quelque part, c'est ceux qui, ayant déjà une assez bonne base sur le territoire national, on les a vu perdre plutôt leur ancrage avec ces élections présidentielles. On a l'impression qu'ils partent plus en figurant. Est-ce que c'est ce que tu penses également, CPO? CWK, merci vraiment de parler de Bafang. Parce que c'est un cas que je connais par cœur. En fait, c'est ma ville de naissance, la ville où j'ai grandi. J'ai envie de dire, dans le cas de M. Nkoué-Mopierre, c'est nous qui l'avons élu maire. C'est nous qui avons fait tomber le RDPC en Bafang lorsque Nkoué part du SDF, où il crée son parti, l'UMS. Aux premières élections qu'il a installé l'UMS à Bafang comme maire, c'est nous. Moi, je pars de l'université pour venir battre campagne à Bafang parce qu'on ne voulait plus du RDPC. La ville était en train de tomber en décrépitude et nous avons fait le nécessaire. On s'est battu, on l'a élu à la mairie.
tous les projets, moi, je me souviens, j'étais très jeune, je faisais niveau de l'université, j'étais très jeune à cette période-là. Donc, on s'était battu et on attendait beaucoup de ce monsieur. Vraiment beaucoup. Mais après 2 mandats, nous, on s'est rendu compte qu'il est pire que le RDPC. Au point que nous qui l'avons, nous avons commencé à l'appeler monsieur 0%. Ça veut dire 0% de taux de réalisation. À Bafang aujourd'hui, Bafang, je dis souvent pour m'amuser que Bafang, c'est une ville fantôme. On pourrait vraiment venir Bafang jouer un film d'horreur sans vraiment décorer la ville, sans faire les retouches pour un plateau. Bafang est mort. Il n'y a pas d'activité à Bafang aujourd'hui. Donc, je pense que lorsque on s'achemine vers les élections locales, Koumopié est d'office perdant. Surtout qu'avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a des accointances entre lui et le député qu'on appelle Mami Nyanga, si vous connaissez. Il y a des accointances. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain deal entre eux. Plusieurs voix sont levées. Moi, je suis dans des forums qui parlent de la ville du Bafang, qui pensent au développement de cette ville-là. Plusieurs voix se lèvent pour dire que monsieur a des accointances avec le RDPC. Vous pouvez voir, il n'a pas battu campagne cette année. On n'a pas vu il a pris son bus à Yaoundé, il est revenu sur Bafang, c'est tout. Il est allé où? Battre campagne où? On ne l'a pas voté dans son quartier. Dans son quartier où sa maison est située. Il a perdu que 1% là-bas. Je vais dire une voix. Il n'avait même pas le scrutateur à Bafang. Les gens ne veulent même pas s'asseoir derrière son parti politique pour distribuer ses tracts aux gens qui vont voter. Et surveiller. Donc, il y a un véritable problème. Comme au pied, lui, ici, il sait qu'il est out. Donc, nous, nos employés, nous qui l'avons élu, et qu'il n'a rien fait. Puisqu'après son premier mandat, nous avait demandé pardon, que voilà, vraiment, c'était difficile, ça juste de l'opposition. Le parti au pouvoir m'a mis les bâtons entre les roues, soit que je n'ai pas pu réaliser, je n'ai pas pu faire le projet à Bafang jusqu'à son terme. On lui a redonné un second mandat que ok, rattrape-toi. Jusque-là, c'est devenu pire. C'est devenu pire. Donc, je pense que là, c'est vraiment fini pour M. Kouemou Bafang. Je pense qu'il doit se rabattre vers notre région. Mais dans le Honkam, dit Bafang, c'est réducteur. Dans le Honkam, je ne vous mens pas, si on blague, le RDPC reviendra. Les gens préféreront dire que le RDPC reste là-bas. Au lieu, ce sont ces opposants qui nous font haïr la politique à un moment. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il ne sera plus réélu dans la ville de Bafang. Ça, c'est fini pour lui. D'accord. On va le dire, est-ce que tu penses que ce sera pareil pour le PUS ou bien encore pour le SDF qui ont dégringolé? On a vu parfois des personnes qui défendent le SDF ou bien le PUS disent que non, c'est un score juste et que leurs différents candidats pourront faire mieux lors des législatives à venir. Et ce sont des partis qui vont se réinventer, qui doivent se réinventer, ces Pierrot. Il ne sera pas facile à ces partis de se réinventer. Parce que moi, je vous dis, comme tout à l'heure, Kemoun parlait de M. Tchiroma Bakary lorsqu'il quitte le gouvernement pour dire je m'oppose au président de la République. Il y a ce qu'on appelle en politique, ce qu'on appelle le leader, un leader charismatique. Pas légitime, mais charismatique. Ces gars ne sont pas des leaders. Parce qu'on attendait d'eux la symbolique. C'était juste le symbole. Et ils n'ont pas fait ce symbole-là pour dire, OK, moi je peux me mettre devant, je me bats pour vous. Aucun de ces gars ne s'est battu pour ces ouailles, pour ceux qui suivent. Ils n'ont pas été des bergers, ils n'ont pas protégé leurs électeurs. Moi, je vous dis encore, je vous parle en conscience de cause, avec preuve. J'étais dans un forum, puisque j'étais scrutateur pour le PUS. Il fallait que moi, je participe aux élections, qu'on ne me raconte pas que je participe en étant assis dans un bureau. J'ai contacté plusieurs partis politiques pour pouvoir avoir un mandat. J'étais scrutateur pour le PUS. Mais je vous dis, dans le groupe où on était, ils n'ont même pas récupéré les PV de tous les scrutateurs. Mais vous voulez qu'ils partent vous défendre avec elles? Je peux même récupérer les PV. Ils n'ont pas récupéré les PV. Ah, mais c'est quand même grave tout ça, de ne même pas récupérer le simple PV de leur propre scrutateur. Là, c'est assez grave cette révélation. Alors, on parle dans le littoral. Alors, on parle du littoral le groupe où j'étais. Ils n'ont pas récupéré les PV des scrutateurs. Je ne dis pas des PV. Mais eux, ils devaient compléter leur résultat comment? S'ils ne prennent pas les PV. Au niveau national, comment est-ce qu'ils devaient défendre les voix de leurs votants? Donc, même le symbole, il n'y a pas le SDF, je n'en parlerai même pas. Avec tout le zèle, ils sont devenus comme le RDPC, d'une arrogance, d'un zèle. Ils parlent. Mais les résultats sont là, ils ne vont pas se relever. Donc, se réinventer, je ne pense pas. Je pense que le plus facile pour eux, ça serait vraiment de le faire ouvertement, de rallier ceux qu'ils ont tous soutenus. Moi, je dis,
Leur erreur a été qu'ils ont pensé que nous resterons, je vais dire, inconscients pendant toutes nos vies. Mais ceux qui avaient 20 ans et aujourd'hui, ils en ont 27. Ceux qui avaient 27 ont 35 ans, voire 34. Donc, on s'éveille quand on grandit, on s'éveille à la chose politique. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont une lecture claire de l'univers politique camerounais savent vers qui aller. Et je ne pense pas que l'UMS, le SDF, le PUS, même le PSRN, je ne pense pas, je suis littoral. Et on lit sur les réseaux, les gens s'expriment. On va dire que c'est Facebook, mais sur Facebook, les gens donnent leur ressenti. On peut prendre Facebook comme un début d'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Mais ces partis ont perdu complètement. Donc, se réinventer, je ne pense pas. Actuellement, vous êtes en train de parler des élections régionales qui approchent. Mais vous n'oubliez pas qu'aux élections régionales passées, le PCN a voté le RDPC. Mais vous voulez qu'ils se positionnent comment? Vous voulez qu'on les revoie comment? Qui vous dit que demain, ils ne vont pas voter le RDPC aux prochaines régionales? Donc, Voilà. c'est difficile de parler de ces partis politiques-là avec une certaine aisance, de les traiter de partis d'opposition. Vraiment, en fait, je pense qu'il faudrait redéfinir ce que ça veut dire opposition. Il faudrait redéfinir ça. Donc, je pense avec Peut-être qu'ils vont faire comme est-ce qu'ils feront peut-être comme le FDC, je pense, qui est un peu plus comme un parti allié, on va le dire comme ça, au RDPC. Si Charito, je m'en vais comme ça te balader sur un sujet qui va introduire le prochain. C'est un demi-sujet un peu qu'on ne peut pas vraiment laisser de côté. Mais avant d'arriver au sujet, je te pose juste une question. Juste vraiment réponds en 30 secondes si c'est possible pour que je puisse introduire le prochain sujet. Est-ce que tu penses que le président Paul Biya veut simplement s'éterniser et ne pas laisser la place, qu'il ait perdu ou pas? Tu as demandé de répondre rapidement. Donc, pour répondre rapidement, je dirais oui. Parce que si ce n'était pas le cas, il n'aurait même pas déposé, il n'aurait même pas présenté sa candidature. Donc voilà, pour répondre brièvement à ta question. Pardon. Donc, si je comprends bien, c'est parti pour s'éterniser alors. De mon point de vue, oui. De mon point de vue, oui. Maintenant, comme Kemoun le disait, tout maintenant va se passer du côté d'Issa Tiroma Bakare et aussi de la volonté du peuple camerounais. Mais si ce n'est que de la volonté du président de la République, oui, pour moi, sa volonté, c'est de s'éterniser au pouvoir. Maintenant, tout va dépendre de notre propre volonté et également de celle du président ITB. D'accord. D'un président qui veut s'éterniser à une présidente, là on va un peu faire un petit crochet à l'international avant de revenir au Cameroun. Là, on parle toujours de politique. Notamment, on part du côté de la Tanzanie et là, celle qui dirige le pays de main de maître, c'est Suluhu Hassan et elle défraie la chronique depuis quelques jours avec déjà il y avait les élections présidentielles également en Tanzanie et ce qui a un peu vraiment réveillé la communauté internationale, c'est le fait qu'elle est pratiquement emprisonnée avant les élections tous les opposants. Après avoir emprisonné les opposants, vraiment, on a eu l'impression que c'était une élection vraiment de juste un petit jeu politique pour qu'elle soit maintenue au pouvoir. Et actuellement, d'après certains médias, on dénoncerait plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes à la suite de ces élections, des résultats qui ont donné naturellement Madame Hassan comme vainqueur. Chicharito, quelle est la lecture que tu fais on sera attendu à ce que ce soit un homme peut-être, hein, sans diminuer bien sûr le rôle de la femme, que ce soit peut-être un homme qui reste, qui a envie de rester au pouvoir, mais même ces personnes qu'on dit être des dames qui ont peut-être une lecture différente, on voit clairement que elle impose et qu'elle est très forte de caractère. Quelle lecture tu fais de cette actualité-là? Bon, j'ai suivi également cette actualité-là et je dois te dire que je suis plutôt surpris par la posture adoptée par la présidente parce que normalement la Tanzanie, c'est un pays qui n'est pas très connu euh, pour ce type de faits, ce type d'actualité. On en parle beaucoup plus lorsqu'on parle de safari et très peu pour les concertations post-électorales. Donc, j'ai été un peu surpris par son comportement. Mais ce que moi, je voudrais surtout relever, c'est la détermination du peuple tanzanien. Vous avez bien vu que ce n'est pas un opposant
Parce que très souvent, quand tu discutes avec avec certains Camerounais, ils disent qu'ils sont toujours à la recherche d'une figure. Ils sont toujours à la recherche de quelqu'un qui va donner la directive, la marche à suivre. On voit que là, ce n'est pas le cas. Le peuple tanzanien s'est levé comme un seul homme. Comme tu l'as très bien dit, les principaux opposants sont incarcérés. Donc, ce n'est pas eux qui vont donner les mots d'ordre. Le peuple tanzanien a pris ses responsabilités. Et par contre, là-bas, c'est un véritable carnage. Quand tu dis une dizaine de morts, j'ai lu quelques articles de presse, on parle d'à peu près 700 morts. Donc, c'est un véritable carnage là-bas. Bon, maintenant, j'ai aussi lu au niveau des réseaux sociaux, par contre, qu'elle avait quitté le pays, qu'elle avait été héliportée. Là, par contre, je ne suis pas encore sûr de la véracité de cette information-là. Mais si C'est cette vrai que info beaucoup s'avère d'informations vraie, fusent de part et d'autre. On ne peut pas encore affirmer avec certitude. exactement. C'est pour ça que je ne suis pas sûr sur cette dernière info concernant le fait qu'elle ait quitté le pays. Mais si c'est le cas, Mhm. moi, je dirais que c'est tout simplement une très bonne chose. Et c'est la preuve que face à un peuple déterminé, on ne peut rien y faire. Non, la phrase que je voulais dire, c'est on ne peut rien faire face à la détermination d'un peuple. Voilà. D'accord. La question, je vais continuer la même question peut-être avec plutôt Kemoun. Est-ce que, Kemoun, tu as l'impression qu'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe actuellement en Tanzanie et le cas camerounais? Ces deux élections présidentielles, ces deux présidents qui ne veulent pas, ou bien qui, d'après les différentes comités d'élections, que ce soit Elecam pour le Cameroun ou bien encore la Commission nationale des élections au niveau de la Tanzanie, est-ce que tu as l'impression que c'est deux présidents qui veulent simplement pas quitter les affaires? Bon, au-delà des hommes qui sont en tête, on a une machine, on a une façon de voir, une façon de penser. Donc, c'est un mal africain qu'on pourrait généraliser avec plusieurs autres exemples. On a vu le cas en Côte d'Ivoire avec l'autre Ouattara qui s'est représenté et qui a également tout fait pour éliminer tous les autres potentiels candidats qui auraient pu avoir une certaine posture. Bon, je crois que c'est une vérité de la paysage que de revenir dessus avec des similitudes entre la Tanzanie et le Cameroun. Sauf que Mhm. on ne doit pas se limiter à ça, on doit croire qu'une autre façon de faire est possible et que dépend de nous. D'accord. On est en droit de se dire que peut-être que finalement le Cameroun actuellement ne fait pas, ne donne pas belle figure devant le monde entier. Alors, Sipir, on va continuer avec toi et surtout avec un dernier sujet qui n'est pas des moindres, hein, parce que ça revient encore sur, on va dire, la conséquence, une des conséquences, je dirais, des résultats des élections présidentielles du 12 octobre dernier au Cameroun. Issa Tiroma Bakari, dans un discours qui lui est attribué aujourd'hui, qui a fait le tour des réseaux sociaux, que ce soit aussi bien écrit que par vidéo, il disait clairement, il appelle à des villes mortes à partir de lundi prochain, lundi, mardi et mercredi, 3 journées où il demande à toute la population de s'arrêter, à toute l'économie camerounaise de s'arrêter de fonctionner. Est-ce que tu penses, Sepiro, que sur le plan de l'économie camerounaise, ça aura un impact? Et déjà, avec actuellement le petit mot d'ordre de grève qui n'est même pas encore prononcé, mais que l'on observe dans la ville de Douala, est-ce que tu penses qu'il y aura un impact véritable? CWK, sans arriver à la semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi, comme annoncé, les grèves de Tiroma, les villes mortes, comme il l'annonce. Actuellement, certains veulent déjà commencer, on a commencé à manifester. Je prends le cas de Bafang, comme je vous disais, où je suis né. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'activité à Bafang. J'ai causé avec une connaissance qui est du côté de l'université de Tchang. Il travaille là-bas comme pompiste d'une station. Il m'a dit qu'ils ne sont pas au travail aujourd'hui. Pas de travail, la ville est au ralenti. Donc, je pense que déjà, l'impact sur l'économie, elle est palpable. L'inflation au marché, elle est galopante. On a vu des images sur les réseaux sociaux où on vendait pratiquement 4 tomates à 500, 8 tomates à 1000 francs, je sais pas. Donc, avec les boutiques fermées, déjà, il n'y aura pas de commerce. Et lorsqu'il n'y a pas de commerce, lorsqu'on ne vend pas,
l'économie, ça devient difficile, que ce soit pour les familles ou même pour l'État qui vit avec les impôts des populations. Regardez un peu toutes ces stations qui ont été détruites du fait de ces manifestations. C'est, c'est, c'est un coût énorme pour nos économies. On paie beaucoup. On paie beaucoup. Et aussi, ça va avoir un très grand impact sur l'économie des affaires à l'international parce que plusieurs investisseurs observent l'environnement politique ici à crise avant d'injecter. Je pense à l'heure où on est, à l'heure actuelle, le Cameroun ne peut pas aller faire un prêt à l'international de fonds et le recevoir comme ça. Ils investissent dans un pays qui n'est pas stable. Et vous savez qu'eux, ils tiennent beaucoup à ça, à la stabilité pour investir. Donc, je pense que les villes qui viendront vraiment visiter les choses. Et je pense que, bon, je pense que c'est un métier qui va s'appuyer dessus parce qu'il faudra faire réagir les gens. Un peu petit affamé, là, ça ira autrement. On va plus juste parler de 2, 3 mois, là. Déjà que Douala actuellement est asphyxié, on ne reçoit plus de vivres. On ne reçoit plus de vivres. Il y a certaines entreprises, certaines multinationales qui ont renvoyé leurs emplois à la maison. Les banques ferment à midi. Certaines n'ouvrent même plus. Donc, je pense que ça va être très, très difficile si ce modèle vedette a été respecté. En fait, il doit me respecter dans cette ville. Donc, si ça continue, si le mouvement finit par prendre, ça va être très difficile pour le Cameroun. Et ça va être difficile, ce que je peux vous dire. Mais bon, s'il faut passer par là pour pour qu'on on aille vers un nouvel ère, qu'on ait une Au vision Nouveau pour notre Cameroun. pays, qu'on y aille, qu'on y aille. Nous sommes fatigués. Mm. Fatigués de ça. Donc, on doit y aller, il faut qu'on y aille. Ça sera dur, Alors, mais question pour Kemoun, peut-être avant de poser la dernière question à Chicharito, pardon, pour fermer cet enregistrement. Kemoun, est-ce que tu penses que on est en droit de se dire que, à l'exemple de 1992, où on a vu le feu John Fundi protester à travers des villes qui ont été super efficaces de telle enseigne qu'il a dû être consulté parfois il a même dû être assigné à résidence surveillée. Est-ce que tu penses que quelque part, le président du FSNC, il est en train de suivre un peu le même chemin et que les mêmes causes pourront produire les mêmes effets? Oui, je dirais simplement qu'au-delà de suivre la même méthode, je dirais que il n'est pas question dans ce monde de refaire ou de réinventer le fil à couper le beurre. Et aussi autre chose, je ne crois pas que nous aurons exactement les mêmes effets. Parce que je vais vous faire mon constat par rapport à la situation, c'est que j'ai l'impression que le président Chiruma, de par son vécu politique, est en train, petit à petit, de corriger un peu les erreurs de ses prédécesseurs, qu'ont été non seulement John Fundi, mais aussi le président Kamto. Parce que je me dis une chose, quand vous regardez aujourd'hui son déploiement par rapport à la revendication de sa victoire, et je fais le parallèle avec le MRC de 2018, vous avez l'impression qu'exactement, il a retenu les leçons de pourquoi est-ce que ça n'a pas trop marché ou le président Kamto n'a pas pu, n'est-ce pas, obtenir gain de cause. Déjà, il s'est rendu compte d'une chose, il n'aurait pas pu revendiquer cette victoire en étant à Yaoundé. Alors, il a préféré aller un peu loin dans un territoire qu'il était censé contrôler, Garoua. C'est vrai qu'il n'est pas seulement allé là-bas parce qu'il fallait le faire, mais c'est là-bas son fief, c'est là-bas qu'il est inscrit, c'est là-bas qu'il pouvait voter. Aussi, au-delà de ça, je crois que le fait qu'il reste en leader en donnant des directives qui sont suivies, en ne s'exposant pas à se faire arrêter, c'est parce qu'il croit que la lutte sera longue et que pour que cette lutte soit longue, il ne faudrait pas que ceux qui ont la manette du pouvoir aujourd'hui aient le contrôle en l'arrêtant, par exemple, et en mettant fin à ce qui se passe jusqu'à présent. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est un souhait que les choses changent, quel que soit le moyen. Parce que là-dessus, vraiment, je considère que
On a assez vécu cette Bon, arrogance-là, ce peut-être quel mépris-là. que soit le moyen légal, tu devrais dire, le moyen légal peut-être. Bon, vous savez, l'apartheid en Afrique du Sud était légal, mais était-ce légitime? Était-ce moral? On ne pourrait pas dire que oui. Pour autant, ça a été légal. Donc, tout ce qui est légal n'est pas toujours ce qu'il faut. Comme aujourd'hui, la mise en cause de ce Conseil constitutionnel, la remise en cause du système du code électoral, la remise en cause même des lois liberticides que nous avons aujourd'hui avec la loi antiterroriste, qui est complètement dévoyée en utilisant contre le peuple ce qui aurait dû être utilisé contre des occupants qui viendraient de l'extérieur, par exemple, pour nuire à la tranquillité du peuple. C'est pour ça que je Mhm. dirais ce terme qu'on utilise aujourd'hui pour essayer de faire valider l'imposture avec le terme légal, à mon sens, il faut relativiser énormément ce terme-là. Parce que vraiment, légal, pour qui? Je ne sais pas trop. Parce que quand on est aujourd'hui à une crise que nous sommes en train de gérer, est-ce que ceux qui revendiquent sont dans l'illégalité quand ils respectent l'article 113 qui vous dit que non, les bureaux de vote, les résultats sont connus immédiatement après le dépouillement, ou quand on vous dit que la liste électorale doit être publiée en fin d'année et que l'ECAM s'entête à ne pas publier cette liste, la légalité est où? Qui doit la respecter? Qui ne doit pas? Quand elle devient une légalité à tête chercheuse, je crois qu'il faut commencer à réfléchir sérieusement sur qu'est-ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Qui doit réfléchir à quoi? Nous ne sommes plus dans une république. Et à un moment, vraiment, il faut peut-être penser à faire autrement. On espère en tout cas du côté de ceux-là qui nous écoutent que faire autrement rentrerait surtout à s'exprimer de manière légale, ne pas faire ce qui est interdit par la loi, ne pas faire des casses surtout. Parce qu'on a observé depuis quelque temps qu'il y avait certes des personnes qui avaient entendu peut-être l'appel de l'opposition camerounaise, notamment du FSNC, à aller défendre leur vote, à aller dans la rue pour réclamer peut-être un retour à ce qui semble être la vérité. Eh bien, on a observé malheureusement qu'il y avait des casseurs parmi et je tiens à le rappeler, nous condamnons fortement ces casses parce que ce n'est pas du tout l'esprit, en tout cas, on le pense, hein, de ceux-là qui ont décidé de peut-être demander à ce que les urnes soient, que ce soit un recompte ou bien que ce soit simplement la vérité des urnes qui soit exprimée. Chicharito, on va sortir par toi justement. On parlait avec Kemoun et avec Sepiro également de ce fait que Issa Tiroma ait lancé un mot d'ordre de grève. Mais loin du mot d'ordre de grève, est-ce que on entend aussi des voix de plus en plus dissidentes qui disent quand même que des activités sont arrêtées. Déjà 3 jours du côté entre Douala et les autres villes où il n'y a pas d'activité, on ressent déjà fortement sur le plan économique et même sur le plan humain parce qu'il y a des morts quand même. On souhaite aussi nos condoléances en passant à toutes ces différentes familles endeuillées. Est-ce que tu penses, Chicharito, qu'actuellement, c'est le bon choix qui est en train d'être fait par Issa Tiroma, celui de la fronde, c'est-à-dire résister à tout prix et quitte à dire à tous les prix, ou plutôt il devrait faire profil bas et accepter, même si ce n'est pas la vérité selon lui, sa défaite. Euh, bon, merci pour la question, Cédric, hein. Je vais te livrer là mon analyse personnelle, hein. Euh, de mon point de vue, si le président ITB fait même un communiqué aujourd'hui pour demander de cesser les revendications, cesser les villes mortes, je ne suis pas sûr que son appel va prospérer. Je ne suis pas certain. Je pense que si vous, comme, comment il a dit ça, si vous regardez un peu ce qui s'est passé entre-temps, vous voyez qu'il a lancé un appel pour les villes mortes pour de lundi à mercredi. Donc, ça, c'est début de semaine. Et vous voyez que là, nous sommes vendredi, c'est déjà appliqué. Et ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas un appel lancé par le président Issa Chiroma Bakary. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui, de leur propre chef, prennent ce type de décision. Et donc, je ne suis pas sûr
que si le président Issa Chiroma demande aux Camerounais de reprendre leurs activités, je ne suis pas certain que son appel soit entendu. Donc, je vais dire, moi, j'ai plutôt l'impression, ma lecture, ma conviction personnelle, c'est que les Camerounais sont en train de prendre eux-mêmes leur destin en main, un peu comme ce que nous avons vu en Tanzanie. Donc, ça, c'est ma lecture. J'ai plutôt l'impression que les Camerounais sont en train de s'inscrire dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas un leader derrière pour encadrer, pour orienter, eux-mêmes, ils vont faire le job. Donc, ça, c'est mon avis. Et donc, Bon, voilà. c'est vrai Est-ce que qu'une c'est la frange de la bonne... population aussi, une frange de la population demande aussi à ce que les leaders contestataires viennent se placer devant et lors des matchs qu'ils sont en train de vouloir, qu'ils soient pas seulement à Oui, distance en train on de a, dire on veut résister. on a déjà entendu ça plusieurs fois, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que ça sera dans la rue que ça va mobiliser plus de monde. Ça n'a rien à voir. Kim, quand il parlait, on l'a un peu écouté. Il vous a parlé de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé quand le professeur Kamto, Albin Zongan et Feu Poeking et consorts étaient dans les rues? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pour moi, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça le cœur du sujet. Il ne s'agit pas de demander à ces leaders-là de descendre dans la rue, non. Ça n'a rien à voir. De mon point de vue, les Camerounais sont là suffisamment matures. C'est pire qu'il a dit. Ça fait 7 ans que nous sommes dans cette situation. Nous avons vécu 2018. Et tout ce que nous souhaitons, c'est de ne plus revivre euh, la situation de 2018. Et que nous espérons que 2032 ne sera pas comme 2025. Nous essayons de travailler pour avoir de meilleures élections futures, tout simplement. Donc, voilà ce que je peux dire, s'il vous plaît, ne pas être très long. D'accord, Ticharito, c'est vraiment un plaisir d'entendre en fait cet argument et cette analyse. J'ai envie de dire surtout merci à toi pour avoir eu du temps pour nous, pour avoir eu du temps pour toute la communauté 237 Story. Mais avant de dire au revoir à tous ceux-là qui ont accepté d'être là aujourd'hui, à ceux-mêmes qui n'ont pas pu être des nôtres, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous rappeler une fois encore les différents titres qui ont retenu notre attention ce soir. En politique, on parlait de la présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. On a relevé la réélection de Paul Biya sous fond de tension politique toujours. Quelles sont les cartes politiques à retenir après le 12 octobre? On a aussi briefé sur ce qui se passe en Tanzanie. Enfin, en société, quel est l'impact que peut avoir les villes mortes dans ce cas Issa Chiroma Bakary? Vous venez de l'entendre. Je vais dire à toi, Kemoun, merci d'avoir pris du temps pour venir répondre aux questions et surtout aiguiser comme ça pour tous ceux qui sont du côté des écoutes, pour avoir permis que je vais dire simplement, tous nos followers soient contents, qu'ils puissent avoir des analyses aussi pointues. Kemoun, merci. Merci et espérons que nous serons dans la prochaine fois que vous solliciterez toujours d'avoir une analyse de notre part. Ce sera toujours avec plaisir de te recevoir et c'est toujours un plaisir également pour moi de recevoir sur ce plateau. C'est Pierrot, on va dire simplement merci d'avoir été là. Merci également d'avoir ouvert un peu plus de ton champ de connaissances pour les auditeurs. Merci CWK, merci de nous offrir cette plateforme pour pouvoir nous exprimer et parler de notre pays. On espère que demain, ça ira mieux. Donc, pour le moment, on observe et on prend les bonnes décisions. Merci. D'accord. La bonne décision, en tout cas, ce soir pour moi, a été de convier Chicharito à ce débat. Et comme je le dis souvent, il ouvre et il ferme cet échange. Chicharito, merci d'avoir donné le temps, d'avoir surtout permis à ceux-là qui nous écoutent d'être toujours confiants et de savoir que les analyses resteront toujours pointues. Toujours un plaisir d'être là. C'est un plaisir également pour moi d'avoir présenté cette édition. Je vous prie de nous retrouver comme à l'accoutumée 2 fois par mois. Voilà, c'est sur la plateforme 237story.net. C'est sur la plateforme également 237 Story sur Facebook. Vous nous écoutez, vous êtes en podcast, c'est sur Deezer, c'est sur Apple, c'est sur Spotify et tout récemment encore, c'est sur YouTube Podcast. Nous vous disons merci. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour suivre l'actualité camerounaise et internationale. Bye bye.